Merci infiniment, Pascal, et merci à vous d'être là pour participer à cette conversation sur ce que j'ai appelé le musée des mutants. Je dois d'abord dire à quel point je suis... Alors, tout à l'heure, mes jambes ont failli se dérober sous moi parce que je n'avais pas réalisé totalement ce que signifiait être parrain de cette chaire. Et quand tu as dit, Pascal, cette chaire qui va porter mon nom, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est ça que ça signifie, effectivement, être parrain d'une chaire. Et je ne sais pas si j'ai été très heureux il y a quelques années lorsque mon fils aîné a appelé son fils aîné Souleymane Bachir Diagne. Et je crois que j'ai retrouvé cette joie-là quand tu as dit que le parrainage consistait à avoir une chaire qui porterait cette combinaison de Souleymane, de Bachir et de Diagne qui me nomme. Merci infiniment de l'invitation. Je suis heureux de retrouver la ville de Nantes et de reprendre mon histoire d'amour avec cette ville, là où je l'avais laissée en 2019 pour cause de Covid. L'histoire d'amour avec l'Institut, évidemment. Tu as rappelé les liens que j'ai avec l'Institut d'études avancées de Nantes et la ville de Nantes en général. Et le lieu unique, évidemment. La première chose que je fais chaque fois que je viens à Nantes, c'est d'ailleurs de manger un biscuit lu en souvenir de l'Institut. Merci infiniment. Je vais essayer de définir pourquoi ce nom de mutant, pourquoi est-ce que j'attribue aux objets d'art africains le nom de mutant, en particulier des objets d'art africains qui vont être rapatriés, qui ont commencé à être rapatriés ou restitués, ceux qui constituent, ou on peut l'appeler le patrimoine ancien ou l'art classique africain. Avec le mot de mutant, je joue, vous allez le voir, sur mutation, transmutation, terme alchimique s'il en est, et je vais essayer d'expliquer pourquoi j'appelle ces objets des mutants et pourquoi j'indique qu'il faut des musées, un musée de mutants pour pouvoir accueillir ces objets-là. Et pour amener ce concept de mutant, pour amener cette discussion autour de la mutation et de la transmutation, je vais commencer par ce que tu as rappelé tout à l'heure, Pascal, c'est-à-dire tout le procès qui a amené à la notion de restitution. Justement, il y a simplement quelques jours, il y a moins d'une semaine maintenant, puisque c'était le 31 mai, je participais avec Bénédicte Savoie à un webinaire organisé par le Smithsonian Associates, la chaîne Smithsonian, les musées Smithsonian que vous connaissez, de Washington, pour célébrer le nouveau livre de Bénédicte Savoie, un livre qui fait suite à celui qu'elle a publié avec Felwine Sarr, sur la restitution du patrimoine africain. Son livre vient d'être traduit de l'allemand, elle l'a écrit en allemand, parce que comme vous le savez, Bénédicte Savoie vit et enseigne à Berlin, sous le titre « Africa's Struggle for its Art, Reclaiming a Stolen Heritage ». Ça, c'était le titre que le Smithsonian a donné à la conversation que j'avais avec Bénédicte Savoie. Son livre, en revanche, le titre de son livre en anglais, c'est « Africa's Struggle for its Art, History of a Post-Colonial Defeat ». Et il y avait également avec nous étions 3 à cette table, et il y avait avec nous Ngaire Blankenberg, qui est directrice du National Museum of African Art au Smithsonian. Et je mentionne son nom parce que le but de l'opération, c'était une restitution d'objets d'art africains par le Smithsonian. Ça veut dire donc que la question de la restitution ne concerne pas simplement les musées européens de pays anciennement colonisateurs comme la France, la Belgique, le British Museum, encore que le British Museum essaye de freiner des 4 fers et de ne pas trop répondre à la sollicitation pour ce qui est de la restitution. Ils essayent de faire le dos rond en se disant c'est un vent mauvais qui va probablement passer. Et pour l'instant, ils sont très occupés au jubilé de la reine. On verra
après ce que cela va donner. Eh bien, on oublie que les Américains aussi ont beaucoup de ces objets d'art africains dans leur musée, en particulier ces fameux bronzes du Bénin, dont nous savons qu'ils ne sont pas tous en bronze, évidemment, mais c'est ainsi qu'ils s'appellent, ces fameux bronzes du Bénin qui, après avoir fait l'objet d'un pillage par les armées britanniques à la fin du XIXe siècle, lorsqu'ils ont mis à sac le royaume du Bénin, ont dispersé ces œuvres, ces bronzes du Bénin, à travers le monde. La raison pour laquelle je vous parle de ce livre de Bénédicte Savoy, c'est qu'il est très important de donner une profondeur historique à la question de la restitution et ainsi de replacer le discours de Ouagadougou du président Emmanuel Macron dans un contexte historique qui puisse expliquer ce qui a suivi, c'est-à-dire ce qui s'est passé maintenant, le rapport d'abord de Felwine et de Bénédicte, ensuite l'adoption par la France d'un certain nombre de lois, le Parlement français, Chambre basse puis Sénat, de lois qui permettent de mettre entre parenthèses, si vous voulez, le fameux principe d'inaliénabilité de ce qui est déjà entré dans le patrimoine, et une restitution effective qui a eu lieu déjà, puisque un sabre a été rendu au Sénégal, le sabre d'El Hadj Omar Tall, combattant, leader religieux de la première moitié du XIXe siècle d'Afrique de l'Ouest, et surtout les 26 pièces qui ont été restituées au Bénin, au pays du Bénin, par le royaume du Bénin qui lui se trouvait au Nigeria, au pays du Bénin, 26 pièces qui avaient été aussi le résultat d'un pillage après que les armées françaises, les armées coloniales françaises ont défait l'armée du dernier roi d'Abomey, le roi Béanzin. Donc ces objets-là ont été restitués. On pourrait avoir très facilement l'impression que tout est venu du discours de Ouagadougou et de la décision du président Macron de restituer à l'Afrique subsaharienne, c'était limité, comme vous le savez, à l'Afrique subsaharienne, parce qu'il ne s'agissait pas d'ouvrir la boîte de Pandore. Dès lors que vous commencez à parler de restitution, si on se met à restituer les frises du Parthénon, les œuvres de Léonard de Vinci, etc., on n'en sort plus. Et donc le président Macron avait bien pris soin de dire qu'il s'agissait seulement de l'Afrique subsaharienne, et la justification, si justification il y a, c'était que c'était la région du monde qui avait été le plus pillée, avec pour résultat le fait que c'était la région du monde dont le patrimoine se trouvait pour l'essentiel à près de 80, certains disent 90%, hors de la région. Il faut donc rappeler que le mouvement de restitution, l'exigence que le patrimoine africain soit restitué, ce mouvement a commencé dans la foulée des indépendances africaines, c'est-à-dire dès l'année 1960, et était porté d'abord par des intellectuels et des politiques africains. En 1960, comme nous le savons, le président Macron n'était pas encore né. L'ancien dictateur du Zaïre, Mobutu Sese Seko, a joué d'ailleurs un rôle relativement important dans cette exigence de restitution, puisque le Congo, il avait dirigé le pays qu'il avait baptisé Zaïre, qui était l'ancien Congo belge, comme nous savons. Et Mobutu Sese Seko, dès les années 1967, s'était fait le porte-parole de l'Afrique pour la restitution des objets d'art. En 1973, il avait tenu un discours tout à fait remarqué et remarquable aux Nations Unies, demandant la restitution du patrimoine artistique africain. Et ce discours avait été suivi d'une résolution la même année, en décembre de la même année 1973, sous le titre qui avait pour titre, résolution qui avait pour titre, restitution d'œuvres d'art à des pays victimes d'appropriation. Eh bien, et
il faut ajouter d'ailleurs, une fois qu'on a cité le discours de Mobutu Sese Seko, il faut ajouter un discours absolument remarquable qui était le discours du directeur général de l'UNESCO, Amadou Mahtar Mbow, lorsqu'il a été directeur général de l'UNESCO. Et c'est un discours d'ailleurs dont les passages entiers ont été mis en lumière pour de bonnes raisons par Bénédicte et Felwine Sarr dans leur livre sur la restitution. Je voudrais en citer à mon tour un passage qui est très important et sur lequel je vais revenir. Ce passage, d'une certaine façon, est véritablement ce qui fait le cœur du propos que je voudrais vous adresser. Voici ce que disait Mbow. Il demandait la restitution, c'était le titre de son allocution à l'UNESCO, il demandait la restitution à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine irremplaçable. Ayant dit cela, il ajoutait la chose suivante. Ceux donc à qui il faut restituer ce patrimoine, ceux-là savent que la destination de l'art est universelle. Ils sont conscients que cet art qui dit leur histoire, leur vérité, ne la dit pas qu'à eux, ni pour eux seulement. Et ils voient bien que certaines œuvres partagent depuis trop longtemps et trop intimement l'histoire de leur terre d'emprunt pour qu'on puisse nier les symboles qui les y attachent et couper les racines qu'ils y ont prises. Vous voyez pourquoi ce passage du discours de Mbow est important pour moi. En même temps qu'il demande la restitution de ces œuvres à ceux qui les ont créées, il reconnaît également que ces œuvres ont poussé des racines ailleurs. Cette métaphore est très forte. Il ne dit pas simplement que ces œuvres ont été déplacées, qu'elles ont été arrachées au continent africain. Il reconnaît que ces œuvres se sont chargées de significations nouvelles, ont véritablement pris racine ailleurs et que leur restitution sera une véritable déchirure, puisqu'il s'agira de les déraciner à nouveau. Il est important de noter à ce point-ci, et j'y reviendrai, cette idée qui était celle de Amadou Mahtar Mbow, que ces objets, même s'ils avaient été déplacés par la violence coloniale, avaient finalement, comme des rhizomes, poussé des racines ailleurs aussi. Et qu'en définitive, ces objets appartenaient à plusieurs terres, parce qu'il parle de terre d'emprunt, mais une terre dans laquelle vous avez poussé des racines, elle est plus qu'une terre d'emprunt, bien évidemment. Je reviendrai sur cela, mais je voudrais maintenant dire simplement quelques mots et me laisser conduire par la réaction de ceux qui ont, à ce moment-là, freiné des 4 fers devant cette exigence de restitution. J'ai donc parlé des dates importantes qui étaient les années 60 pour le début du mouvement, les années 70 avec le discours de Mobutu Sese Seko et le discours de Amadou Mahtar Mbow. Ensuite, ça va en quelque sorte se tasser. Ce discours ne va plus être entendu très souvent. Comme si les intellectuels et les politiques qui avaient porté la revendication de la restitution s'étaient en quelque sorte effacés. Ce qui s'est passé, c'est que du côté des directeurs des musées dans les pays européens, il y a eu une véritable mobilisation contre l'idée de restitution. Béatrice Savoie, dans son livre, a montré comment il y a eu une véritable concertation entre des directeurs de musées en Allemagne et ailleurs pour dire surtout que personne ne prononce le mot de restitution. Parce que si vous prononcez le mot de restitution, il a une charge morale trop importante. Vous restituez si vous avez volé. Vous restituez si vous êtes coupable. Par conséquent, si vous utilisez le mot de restitution, tout est perdu. Donc, que personne ne prononce le mot de restitution, on peut lui préférer, si on veut parler de ce mouvement et de ses exigences, parlons de transfert. Le mot de transfert semblait plus acceptable et plus neutre. Et ce mot de transfert pouvait satisfaire à la fois les directeurs de musées et les marchands d'art. Il ne faut pas non plus oublier les marchands d'art. Et la même réaction qui consistait à se concerter pour dire ne prononçons surtout pas le mot de restitution, a consisté à donner également des éléments de langage, en disant chaque fois qu'il y a une exigence
de cette nature répondait selon les éléments de langage suivants. Premièrement, insister sur le fait qu'il y a des objets qui se sont retrouvés de manière tout à fait légale dans les musées européens et nord-américains, ce qui est vrai d'ailleurs, et il faut le reconnaître. Et deuxièmement, parler du problème des infrastructures, une fois que ces objets sont rapatriés, et troisièmement, parler du fait que ce sont nos musées à nous, Européens, qui ont, après tout, accordé la valeur universelle qui est la leur à ces objets. Alors je voudrais maintenant m'arrêter sur ces trois arguments pour me diriger tranquillement vers la définition que j'ai donnée de ces objets comme objets mutants. Plus rapidement sur la question de la légalité. Je l'ai dit tout à l'heure, ce discours n'est pas faux. Il n'est pas faux que l'espace colonial ait été également ce que Homi Bhabha appelle un third space, un troisième espace, c'est-à-dire un espace d'échange. Si on a du monde colonial la conception manichéenne et binaire, une conception en noir et blanc, c'est le cas de le dire, où vous auriez simplement l'espace des colonisés et l'espace des colonisateurs, évidemment, la seule possibilité de relation entre ces deux espaces sera une relation de violence. Il est effectif, il est réel que ce monde qui a mis en présence, y compris dans une présence qui serait définie par un entrechoc plutôt et une grande violence, a été également un monde de l'échange, un monde de la traduction, un monde du commerce et de l'interaction, et que certains de ces objets ont été effectivement des objets échangés sans grande violence. Une fois que l'on a dit cela, il faut quand même aussi se rendre compte, s'aviser de ce que Frantz Fanon a dit, c'est que c'est la situation coloniale elle-même qui est une situation de violence. Autrement dit, la situation coloniale est une situation structurellement de violence, même si vous avez des administrateurs coloniaux absolument compatissants, paternalistes, bons pères, etc., il n'en demeure pas moins que leur simple présence est une violence. Ce qui fait que lorsque des ethnologues se présentaient, par exemple, dans un village, que ces ethnologues étaient intéressés par des objets qui étaient des objets rituels, en même temps qu'ils étaient des objets artistiques. Je vais revenir tout à l'heure sur cet en même temps très macronien que je viens d'employer. Eh bien, il leur suffisait de demander, même poliment, qu'on leur cède ces objets pour que leur demande polie soit une violence. Parce que ce que les villageois perçoivent, c'est qu'ils sont aussi les représentants de la puissance coloniale. Michel Leiris le raconte d'ailleurs, l'anthropologue bien connu Michel Leiris, lorsqu'il dit, il le raconte dans Afrique fantôme, que une expédition d'ethnologues avait été très intéressée par effectivement une pièce en territoire malien. Les villageois ont d'abord résisté parce que cette pièce avait une valeur très forte, une valeur symbolique religieuse pour eux. Et au bout du compte, les ethnologues s'en sont quand même emparés. Au dernier moment, ayant certains scrupules, ils ont laissé 2-3 sous à ces villageois-là. Et donc, techniquement, ils avaient acheté ces objets. Techniquement, ils n'étaient pas des représentants de l'armée coloniale, ou de la police coloniale, ou de l'administration coloniale. C'était des intellectuels venus de France, probablement de gauche, et qui avaient simplement acquis un objet. Mais l'acquisition était inévitablement, à leur corps défendant peut-être, une certaine violence. Ceci dit pour la légalité, donc il faut effectivement ici tenir une balance égale et se demander ce que signifie une violence dans ce cas d'espèce. Le deuxième argument sur lequel je vais m'étendre un peu plus, de tout ce qui résistait à la restitution, c'était de dire il y a un problème d'infrastructure. Parce qu'au fond, ces objets, si nous les restituons à ces États africains, qu'est-ce qui nous garantit qu'ils vont pouvoir en prendre soin? Est-ce qu'ils ont les musées qu'il faut, avec les garanties de sécurité qu'il faut, avec les
toute la technique qu'il faut pour les conserver à une certaine température, etc. Toutes sortes de choses qui, évidemment, sont liées aux infrastructures muséales. Donc, cette idée d'une impréparation des États africains quand il s'agissait de recevoir les objets qui leur avaient été arrachés était un élément de langage important pour tous ceux qui ne voulaient pas entendre parler de restitution. Il faut dire que ce contre-argument pouvait parfaitement tirer force de ce qui s'était passé avec des objets qui avaient été retournés au Zaïre d'alors et qui avaient été entreposés dans un musée national congolais inachevé. Eh bien, parce que Mobutu avait eu un certain effet, son discours avait eu un certain effet, on lui avait restitué, je crois, 114 pièces sans grande valeur, enfin, qui avaient été des pièces qui s'étaient retrouvées dans les collections des musées ethnographiques alors. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, à la chute du régime, parce que la chute du régime de Mobutu est intervenue durant ces années-là, à la chute du régime, ces objets se sont retrouvés sur le marché. C'est-à-dire que, évidemment, des personnes corrompues avaient redistribué ces objets tranquillement, les avaient revendus, etc. Et donc, les directeurs de musées avaient beau jeu de dire, voyez, non seulement ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas les endroits adéquats pour recevoir ces objets, mais voyez ce qui arrive avec ces États qui sont des États africains corrompus. Africains corrompus semble être d'ailleurs une tautologie. Eh bien, ces objets, nous allons les retrouver ensuite sur le marché. D'ailleurs, en matière de corruption, je crois savoir que le Louvre a quelques... Bon, on va bientôt dire Louvre corrompu, c'est une tautologie également, en même temps. Bon, en tout cas, il y a une tentation très grande lorsque quelque chose a une valeur marchande et qu'on est en position de les faire circuler illégalement, de procéder de cette manière-là. Mais il est bien certain que le musée des mutants doit tenir compte de cela. Il n'y aura de musée des mutants que s'il y a effectivement les structures, les infrastructures adéquates pour recevoir ces objets et les recevoir dans de bonnes conditions. Et de ce point de vue-là, le Bénin a agi avec sagesse. La décision de la France, après le vote d'un certain nombre de lois, de restituer les 26 objets qui avaient été pillés dans le palais de Béhanzin, avait été prise déjà il y a 2 ans, je crois que c'était juste au moment du Covid, et le Bénin sagement avait dit, est-ce que vous pouvez nous les garder encore 2 ans, le temps pour nous de finir le musée où nous voulons les recevoir. Mais cette question d'infrastructure, encore une fois, est importante. À l'époque de cette restitution, du discours de la restitution, très peu de pays africains avaient développé des infrastructures muséales dignes de ce nom. Y compris d'ailleurs les pays les plus puissants, simplement parce que ça n'avait pas été leur priorité. Sur ce plan-là, je dois dire que mon pays, le Sénégal, s'était distingué, parce que le Sénégal était dirigé par Léopold Sédar Senghor. Et Léopold Sédar Senghor, ça lui a été reproché d'ailleurs, estimait qu'il y avait infiniment plus important que l'économie, et c'était la culture. Quand il disait que la culture est au début et à la fin du développement, dans son esprit, effectivement, c'était le fondement de tout. Il avait également dit, écrit, que la grande division entre le Nord et le Sud, cette inégalité entre les nations du Nord et les nations du Sud, avant même d'être économique, était d'abord une inégalité culturelle et était fondée sur le mépris culturel. Je crois qu'il avait 1000 fois raison, parce que quand on voit aujourd'hui l'injustice vaccinale, on a effectivement le sentiment que la grande ligne de partage entre le Nord et le Sud est une ligne de partage culturelle avant d'être économique. Bref, il avait donné au Sénégal cette orientation culturelle, et par ailleurs, la grande affaire de son régime lorsqu'il était président, y compris en 1960, la grande affaire pour lui, c'était dans la continuité du mouvement politique, philosophique, poétique, culturel que lui-même, son ami Aimé Césaire et Léon Gontran Damas avaient lancé sous le nom de négritude. La grande affaire, c'était d'arriver après les indépendances à une sorte de moment
de célébration de la négritude dans des pays africains indépendants en mettant en place le grand festival de 1966 qu'il a organisé au Sénégal, le Festival mondial des arts nègres, le FESMAN. Et pour organiser son FESMAN, il avait investi massivement, mais à l'époque on pouvait le faire, l'argent était plus facile qu'aujourd'hui, il avait investi massivement dans des infrastructures culturelles, et en particulier dans un musée, celui qui était à l'époque le plus grand musée de Dakar, maintenant il y en a un autre qui est Maous, c'était le musée dynamique. Et je vous ai raconté cette histoire rien que pour prononcer ce mot de dynamique. Qu'est-ce que c'est qu'un musée dynamique? Un musée peut être beau, il peut être architecturalement magnifique, etc., mais qu'il soit dynamique, c'est relativement incompréhensible. Eh bien, voilà qui m'amène à mon mot de mutant. L'idée qui était derrière cette appellation de musée dynamique par Senghor, c'était qu'il s'agissait d'y mettre des objets qui étaient des objets qui exprimaient une certaine puissance. Dynamis en grec signifie la puissance, une certaine force, que ces objets étaient force de vie. Et par conséquent, que ces objets étaient des mutants et que des mutants devaient habiter dans une maison dite dynamique. Donc il avait utilisé ce mot aussi dans ce sens-là. Le dynamique, évidemment, a des significations aussi relativement réglées et convenues, mais cette idée était derrière le choix qui avait été le sien, donc cette vision dynamique de l'art qui était celle de Léopold Sédar Senghor. Et je reviendrai évidemment sur cette idée de dynamique et de mutation. Et pour l'instant, et pour conclure sur les trois grands points des directeurs de musées et des marchands d'art, je considère maintenant cette idée selon laquelle il faut répondre. Le troisième élément de langage, c'était qu'à ceux qui exigeaient une restitution de ces objets, il fallait répondre que ce sont nos musées, sous-entendu ici en Europe, et peut-être aussi de l'autre côté de l'Atlantique, qui ont donné leur valeur universelle à ces objets. Et donc, voilà le discours colonial par excellence. L'idée qu'il y a une région du monde, une province du monde, qui est tout naturellement le lieu de l'universel et qui confère l'universalité. Il suffit d'y être pour être universel. Si vous en sortez, vous retournez à votre terroir, à votre particularité. Vous n'êtes plus rien. Si vous êtes ici, vous avez valeur universelle. Et donc, cette notion, cette réponse était probablement parmi les trois éléments de langage, celle qui était la plus insupportable. Parce qu'elle était véritablement le résumé de l'esprit colonial et de l'esprit impérial. Encore une fois, l'idée que l'Europe, tout naturellement, est lieu de l'universalité et confère l'universalité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement des objets, même des lieux du monde accèdent à l'être, sont, dès lors qu'un regard européen s'est posé sur eux. Ce qui fait que nous avons dans nos livres d'histoire des phrases absolument absurdes, mais auxquelles nous ne faisons plus attention. Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492, c'est totalement absurde, puisque cette Amérique qu'il découvre était habitée par des Américains, des Amérindiens. Que signifie découvrir l'Amérique? Ça veut dire découvrir l'Amérique à l'Europe, ouvrir l'Amérique à l'Europe. Un regard européen se pose sur l'Afrique, un pied européen se pose sur l'Afrique. L'Amérique, pareil. Et ce lieu se met à exister, à accéder à l'être. Probablement une phrase encore plus absurde, Christophe Colomb cette fois-ci, il n'y a pas que lui dans cette affaire, René Caillé découvre Tombouctou. René Caillé découvre Tombouctou. René Caillé est quelqu'un qui a raté son bac, drop out comme on dit chez moi de l'autre côté de l'Atlantique, qui part à l'aventure parce qu'à l'époque, quand on avait tout raté ici, on se refaisait dans les colonies.
il y va, il ne sait pas quoi faire de lui-même, il traîne et puis il entend dire vaguement que la Société de géographie à Paris offre une certaine somme à ceux qui le parleraient de Tombouctou. Bon, il réunit quelque argent, il est aidé par le gouverneur colonial qui se trouve à Saint-Louis à l'époque. Il va à Tombouctou. D'abord, il n'est pas le premier est un Allemand. Cette fois-ci, ce sont les Allemands qui ont tiré les premiers. Sauf que l'Allemand est mort à Tombouctou. Donc, qu'à cela ne tienne, il ne sera pas le premier Européen à avoir découvert Tombouctou, il sera le premier Européen à en être sorti vivant. Il en sort vivant à peine, parce que d'ailleurs, quand il arrive dans cette ville, il n'y a rien à faire. C'est une ville de sable, avec des mosquées, des maisons en banco, et puis des gens qui vaquent à leurs affaires. Il tourne en rond un peu. Pardonnez-moi mon français, il s'emmerde comme un rat mort, et il tombe malade. Et il faut donc le rapatrier très rapidement. On l'amène du côté du Maroc, et du Maroc, il traverse, et il touche l'argent de la Société de géographie, et ça signifie qu'il a découvert Tombouctou. Et il est désormais dans les livres d'histoire comme étant celui qui a découvert Tombouctou. C'est exactement la même chose. C'est exactement ce discours-là que tiennent les directeurs de musées et les marchands d'art lorsqu'ils disent « c'est nous qui avons conféré l'universalité à ces objets ». Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ces objets n'étaient que des curiosités ethnographiques, des monstruosités, parce que finalement, ces objets difformes qui ne respectent même pas les proportions normales que tout étudiant des beaux-arts commence par connaître au berceau, selon lequel la tête, ça fait 1/8 du corps, et puis, bon, vous savez tout ça mieux que moi, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Mais c'est la même idée, encore une fois, que c'est le regard que l'on pose sur un objet qui lui confère sa signification, son sens. Et donc, pourquoi je vous parle de cela? Pourquoi je déverse ma bile anticoloniale à propos de ces objets? Parce que ce que cela veut dire aussi, c'est que lorsque ces objets vont avoir cette valeur dite universelle, que signifie qu'ils vont avoir à partir d'un certain moment cette valeur universelle? Ça veut dire qu'ils vont révolutionner tout simplement l'art moderne. Autrement dit, quand en 1906 ou en 1907, Picasso se demande quelle tête donner à ces demoiselles d'Avignon, dès lors qu'il avait fini avec leur corps, ça lui avait pas posé de problème. Comme vous le savez, il efface tous les visages qu'il essaye, parce qu'il n'en trouve aucun qui soit satisfaisant, jusqu'au moment où les masques qu'il collectionnait trouvent leur chemin dans sa peinture et vont venir remplacer le visage de ces dames. Eh bien, on appelle ça primitivisme. Vous savez ça mieux que moi. Mais primitivisme, au fond, quand on y réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les avant-gardes européennes et les poètes, qui à un moment donné ont trouvé inspiration, ou ont organisé une rencontre entre leur propre recherche plastique et ces objets d'art qui étaient dans les musées ethnographiques en Allemagne, en Belgique, au musée du Trocadéro, qui ne s'appelait pas encore musée de l'homme, etc., c'était une manière pour eux de se reconnecter au primitif en eux. C'est-à-dire qu'il s'agissait de retrouver un esprit primitif, et ces objets étaient l'occasion d'une reconnexion avec le primitif en eux. Autrement dit, ces objets en eux-mêmes n'ont aucune, ce qu'on appelle d'un mot laid, en français, agentivité. Agency en anglais passe plus facilement, je ne sais pas comment il faut dire agency en français. On propose agentivité, il n'y a pas de traduction, c'est un intraduisible, comme dirait Barbara Cassin. Eh bien, ils n'ont aucune agentivité, ils sont simplement l'occasion, le truchement d'une reconnexion par les artistes européens avec la part de primitivité qui existe en chacun d'entre nous. Descendre jusqu'au primitif, c'était ce que ces objets-là permettaient de faire. Et donc, le terme de primitivisme qui a été adopté est un terme, je dis dans mon dernier livre, à la fois eurocentré, ça veut dire qu'au fond, encore une fois, l'action, l'agentivité vient forcément des acteurs européens. Et deuxièmement, c'est un concept également tout à fait paresseux,
parce qu'il empêche de voir réellement par quel procédé la traduction s'est effectuée de la force de ces objets à leur expression et à la puissance de transformation qu'ils ont fait subir à l'art moderne. Et j'insiste, c'est à ça que je voulais arriver, sur cette créativité qui est inscrite dans ces objets. Plutôt que de dire que leur signification leur est assignée de l'extérieur par le regard que l'on pose sur eux, regard qui peut se déplacer d'ailleurs, parce que ces avant-gardes et ces poètes, de manière tout à fait généreuse, ont eux voulu que ces objets soient traités mieux. Apollinaire s'est battu jusqu'à la fin de sa vie pour que les objets d'art, les objets africains qui se trouvaient au musée du Trocadéro, soient transférés au Louvre. C'est ce qu'il voulait. Parce que, disait-il, leur puissance plastique, leur langage visuel est un langage artistique. Il faut donc que ces objets se trouvent là où se trouvent les objets d'art et non pas entreposés au musée du Trocadéro pour y être des curiosités ethnographiques. Mais ces objets eux-mêmes ne se sont pas tenus quoi? Contrairement à ce que dit ce mot de primitivisme, ils ne sont pas restés tranquilles. Un objet d'art, ça ne reste pas tranquille. Un objet d'art, c'est un objet qui est turbulent. C'est un objet qui est toujours excessif. Et ces objets ont été turbulents, ils ont été excessifs précisément parce que les cosmologies dont ils sont porteurs, les philosophies dont ils sont le langage visuel, sont des philosophies de la force de vie, des philosophies de l'élan vital, pour parler le langage de Bergson et de Senghor, puisque Senghor utilise ici le langage de Bergson. Ce sont des objets qui sont des mutants par excellence. Et je prends mutant précisément comme participe présent. Ça veut dire que non seulement ils ont subi une transformation, mais ils sont toujours dans le process de se transformer. Ils sont mutants, ça veut dire que le process de leur mutation ou de leur transmutation est un procès continu et que la mutation est dans leur nature même. C'est en cela qu'ils ont porté leur propre capacité à l'universalisation et non pas parce que des musées ou un lieu ou une province du monde en particulier leur a conféré cette universalité. Et d'ailleurs, et c'est ce que je dis dans mon article, parce que ceci était d'abord un article sur les mutants. D'ailleurs, vous connaissez certainement cette trilogie magnifique de films, The Night at the Museum. Je ne sais pas quelle est la traduction canonique en français, La nuit au musée, où, alors avec les admirables Ben Stiller, Robin Williams, où des objets dans les musées se mettent à vivre la nuit. Et au fond, on peut y voir dans cette trilogie, parce que c'est d'abord le livre du Croate, de l'écrivain cinéaste croate Milan Trench, qui a imaginé effectivement ces objets se mettant à vivre la nuit dès lors qu'ils n'étaient plus pétrifiés par le regard justement de ce qui était là le jour. Alors, dès lors qu'ils sortent de... C'est le contraire de la gorgone, si vous voulez. Les visiteurs du musée sont des sortes de gorgones qui pétrifient les objets, et ces objets sont restitués à leur force de vie, d'une certaine façon, la nuit, lorsque tout le monde est parti. Et ces objets, effectivement, se mettent à vivre et à libérer cette énergie vitale. C'est là une fictionnalisation, une dramatisation de ce que je disais, l'idée que l'art ne se tient pas tranquille, l'art ne tient pas en place, qu'il est vie et donne vie. Et c'est ce qui s'est passé pour ces objets-là. C'est ce qu'ont fait les objets africains qui se sont révélés des mutants, à la fois force de vie et de mutation. C'est donc, en renversant ce que je disais tout à l'heure, d'une certaine façon, leur propre force de vie qui a utilisé les avant-gardes européennes comme truchement et comme porte-voix. Et ceci me ramène à la métaphore de Amadou Mahtar Mbow, lorsqu'il disait que ces objets qu'il faut restituer à ceux qui les ont créés, ces objets ont poussé également des racines dans leur terre d'emprunt. Ils ont eu l'influence qu'ils ont eue et il n'y a aucune raison de penser que celle-ci ne va s'arrêter. Dernier aspect de cette idée de valeur universelle, on sent bien aussi que ce que disent ceux qui s'opposent à la restitution, c'est de dire, d'abord, ces objets ne sont pas de l'art.
Parce qu'ils sont des objets religieux. Les anthropologues les ont bien étudiés. Ils savent que tel masque jouait tel rôle dans tel rituel à tel endroit, qu'il était par exemple porté simplement les mardis. Vous en parlez comme de l'art. Pourquoi vous, Apollinaire, vous voulez qu'on les amène au Louvre alors que leur signification est proprement religieuse? Mais justement, il faut s'entendre sur ce que signifie une signification religieuse. Un objet peut être religieux et artistique. Et d'ailleurs, je ne sache pas que la plupart des objets qui font le patrimoine européen n'aient pas eu une origine religieuse au départ. Si vous regardez tous les tableaux, toutes les sculptures, etc., leur origine est religieuse. C'est Malraux qui disait que l'art commence lorsque les dieux sont partis de l'objet. Mais les dieux y ont été au départ. Et dans le cas précis de ces objets, que signifie leur valeur religieuse? Ce n'est pas simplement la fonction qu'ils jouent dans telle ou telle cérémonie, ceci leur est extérieur. C'est la poésis même, pardonnez le jargon, je reviens à l'étymologie du mot poésie, la création qui est à l'origine de leur apparition. Autrement dit, et si je prends la lecture qu'un philosophe, que le meilleur philosophe de l'art africain selon moi, Léopold Sédar Senghor, a de la création de ces objets, il indique que ces objets ne peuvent être compris que si on les replace dans la cosmologie, dans une cosmologie des forces de vie. Une cosmologie où rien n'est inerte, tout est force de vie, depuis Dieu jusqu'au caillou, dit Senghor. Ça veut dire que la chaîne du vivant est une chaîne continue. C'est d'ailleurs une philosophie qui est très importante sur le plan de l'écologie et sur le plan et qui est importante pour la conversion que nous devons aujourd'hui effectuer et sortir d'une philosophie qui a transformé la nature en ressources naturelles et réinscrire l'humain dans le vivant en général. Mais je ferme cette parenthèse très rapidement pour dire simplement que lorsqu'il s'agit de création, de créer un objet en direction d'une cérémonie religieuse ou d'une fonction religieuse, l'acte de création consiste à prendre des forces inférieures, les forces du minéral, les forces de la pierre, de la terre, du bois, du végétal, mais aussi du fer, du bronze, lorsque le bronze est introduit comme technique. Bref, tout le matériau qui entre dans la création de ces objets, et donc d'effectuer une véritable transmutation, et je fais exprès d'utiliser ici le langage de l'alchimie, de ces forces inférieures en des forces qui vont aller au-delà même de la force vitale humaine et atteindre, dit Senghor, la lumière de l'esprit. Autrement dit, l'acte de création de l'objet lui-même est un acte de spiritualisation de cet objet. Si on veut parler de religion, voilà l'acte religieux. Avant la fonction que l'objet joue dans une cérémonie, sa création elle-même est religieuse, si on tient à ce mot, religieuse au sens où il s'agit d'élever des forces inférieures à un rang supérieur, de spiritualiser des forces qui sont des forces dans la nature. Et ceci est important pour comprendre au fond leur créativité aujourd'hui et la relation que ce patrimoine ancien ou ce patrimoine classique, si on redonne au mot classique son sens premier, ce qui doit s'étudier en classe, eh bien, cette relation, la relation que ces objets vont entretenir à notre présent, qu'ils repartent ou qu'ils ne repartent pas. Et je finirai sur l'exemple, qui me semble être le meilleur, de la relation qu'un sculpteur africain moderne, Romuald Azoumé, entretient au patrimoine classique. Romuald Azoumé est Yoruba. Il est Yoruba et il est lui-même descendant, il vient d'une lignée de sculpteurs qui ont toujours sculpté des masques dans sa famille. Et en particulier, il raconte, lorsqu'il s'exprime dans ce catalogue d'une belle exposition qui a eu lieu il n'y a pas longtemps au musée du Quai Branly, qui était organisée par Philippe Dagen, mon vieux camarade de Philippe Dagen, eh bien, il explique qu'il a toujours été attentif, en particulier, à des masques guélédés. Et ces masques guélédés
dans la tradition Yoruba, il connaissait des sculpteurs qui recyclaient ces masques. À un moment donné, il reprenait ces masques, il les faisait entrer dans de nouvelles combinaisons, il les recréait véritablement, c'est-à-dire que la force vitale dont ces masques étaient porteurs était recyclée, non pas au sens de déchets qui sont recyclés, mais au sens de réinscription dans le cycle de la vie. Et cet aspect-là, il estime que c'est ce qui est la vraie créativité de ces objets et c'est la relation qu'en tant qu'artiste africain moderne aujourd'hui, il doit entretenir à ces objets. Ça veut dire non pas les imiter, mais s'en inspirer. Et là, il a entendu une vieille leçon qui était celle d'Aimé Césaire. J'ai parlé tout à l'heure du Festival mondial des arts nègres organisé par Senghor en 1966 à Dakar. Aimé Césaire a tenu à ce moment-là à Dakar un discours très important qui s'appelle « Discours sur l'art africain », un discours dans lequel il répondait à Malraux. Malraux avait dit la veille, et Césaire d'ailleurs qui n'avait pas prévu de parler, avait écrit furieusement la nuit pour répondre à Malraux. Malraux avait dit la veille que de la même manière que les bâtisseurs de cathédrales avaient disparu, ceux qui avaient été les créateurs des objets, des masques africains, avaient aussi disparu. L'idée était la même que celle que j'ai citée tout à l'heure. L'art commence lorsque les dieux sont partis. L'idée était qu'on ne retrouvera jamais le même principe de création qui était derrière les cathédrales et qui était derrière les masques. À quoi Césaire avait voulu répondre en parlant de l'art africain et en disant une chose avec laquelle, au fond, Malraux serait d'accord, parce que si on regarde dans le détail, il n'était pas autant en désaccord que cela. Césaire avait dit « l'art africain est anti-mimésis, anti-imitation ». Et c'est vrai que, justement, tout l'art des objets africains consiste à tourner le dos à la représentation naturaliste. Vous avez des images naturalistes, j'ai parlé des bronzes du Bénin, ça veut dire que chaque fois qu'il s'agit au contraire de reproduire des figures du pouvoir, le pouvoir veut être représenté tel qu'il est. Donc en général, quand un roi demande à un artiste de le représenter, il veut bien se reconnaître dans ce qui est dessiné ou dans ce qui est sculpté et non pas se retrouver dans un tableau à la Picasso qui vous dit « voici qui vous êtes ». Eh bien, donc, il y a cet art naturaliste, mais de manière générale, c'est un art qui tourne le dos à la représentation naturaliste, qui ne respecte pas les proportions, parce qu'il s'agit de grossir telle ou telle partie du corps, plutôt pour symboliser quelque chose, pour rendre un concept. Il s'agit également de reproduire ce que Senghor appelle les séries rythmiques, c'est-à-dire, par exemple, tous les concaves, qui seraient le menton, les seins, etc., et de faire en sorte qu'ils répondent également aux convexes, qui pourrait être le dessin du genou, etc., toutes les autres parties convexes, en accentuant évidemment le côté géométrique des choses. C'est cela qui intéresse la plupart des artistes africains, plutôt que la représentation du corps humain tel qu'il est, etc. Et donc, Césaire disait, oui, cet art africain, en général, n'est pas mimétique parce qu'il ne vise pas la réalité, mais ce qui se tient sous la réalité, la sous-réalité. Mais il dit, le danger, cet art se perdra, deviendra inauthentique, surtout s'il décide de s'imiter lui-même. La pire chose qui puisse arriver à un artiste africain moderne, c'est de dire « je vais faire de l'art africain ». Dès lors que vous voulez faire africain, vous allez vous trahir, vous allez faire quoi? Vous allez ajouter des coris ou des cornes à votre œuvre en disant c'est les coris et les cornes font africain. Bref, il s'agit d'éviter de s'imiter et de simplement s'inspirer de cet art classique. De ne pas arrêter la mutation, parce que l'imitation, c'est précisément le contraire de la vie. L'imitation, c'est une opération mécanique de reproduction de ce que vous voyez. Alors que ce que Césaire demandait, c'était au contraire de s'inscrire dans la vie de l'objet et de créer à partir de l'élan vital de l'objet, et non pas de l'imiter. Et c'est ce que Azoumé fait dans ses sculptures. Alors qu'il a cette tradition, et il connaît parfaitement cet art classique des masques,
parce que c'est sa tradition, c'est la tradition de sa famille, il décide de reproduire des masques avec des bidons d'essence. Comme s'il nous disait, après tout, ces masques, c'est du bidon. Si on pouvait les parodier, les mimer, jouer avec eux. Et c'est la signification du patrimoine. Le patrimoine, c'est ce avec quoi on peut jouer. Le sacraliser et se dire ce sont des masques, et puis se mettre à genoux devant ces masques-là. Au contraire, la meilleure manière de leur rendre hommage, c'est précisément de les reproduire sous forme de bidon. Et cette relation que les artistes contemporains ont à ce patrimoine, non pas une relation d'imitation, mais une relation de continuation de la transmutation qui leur a donné naissance, me semble être la meilleure manière de considérer que ces objets vont être reçus dans les musées africains, enfin, lorsqu'ils auront été restitués. Bref, il s'agira pour ces objets qui sont des mutants et qui sont aujourd'hui condamnés à manquer. Ce sont des objets qui vont manquer. Ils vont manquer partout où ils vont. Quand ils seront retournés en Afrique, ils vont manquer au musée du Quai Branly, d'où ils sont partis, parce qu'ils y ont poussé des racines. Si on les laissait au musée du Quai Branly, ils manqueraient à l'Afrique, d'où ils ont été arrachés. Ça veut dire donc qu'il nous appartient à nous de faire en sorte de les mettre en même temps, macroniens comme toujours, dans des musées et au nord et au sud, de les faire circuler. Ce qui fait qu'on n'a pas suffisamment fait attention à la conclusion et aux sous-titres des textes de Felwine Sarr et de Bénédicte Savoy, qui s'appellent « Pour une nouvelle éthique relationnelle ». Ces objets, il ne s'agit pas de les rapatrier dans un jeu à somme nulle, où ce qui serait perdu par les musées européens serait gagné par les musées africains. Il s'agit de faire en sorte qu'ils soient comme les oiseaux migrateurs, c'est-à-dire qu'ils puissent décider de passer les étés ici et les hivers dans le parc de Djoudj au Sénégal, où je vous invite à aller les voir, ces oiseaux migrateurs. Merci infiniment.